Bienvenue à la conférence de la FADZ avec Madame Karu qui est la conférencière. Cette conférence de plus de 1 heure vous permettra de pouvoir concevoir votre CV, votre lettre de motivation et une bonne manière de vous comporter en tant qu'étudiant qui cherche du travail. Alors, allons-y à la quête du savoir avec Madame Kra. Bien avant, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne FADZ tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à la conférencière, bonjour au président Eli, bonjour aux différents secrétariats, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont actuellement là. Merci pour votre présence. Le président Eli, vu qu'il est d'ancien président, va demander de donner son mot d'introduction, son mot de salutation à nous qui sommes ici présents. Monsieur le Président, vous avez la parole. D'accord, bonjour, bonjour à tous. Je vais mettre ma caméra, peut-être ceux qui ne me connaissent pas vont me voir un peu. Voilà, je suis Kla Mani Bombe Eli, ancien président de la FADZ. D'ailleurs, premier président de la FADZ, si on peut le dire, de 2018, je crois, à 2020-2021 par là. Donc, j'aimerais d'abord féliciter l'initiative que vous avez eu à prendre. Ce n'est pas évident, surtout vous qui êtes de l'autre côté. Et encourager aussi le bureau exécutif actuel de la FADZ qui essaie tant bien que mal de relever tous les défis qui lui ont été confiés dans sa tâche. Donc, aussi à la conférencière du jour, j'aimerais dire un grand merci. Merci de venir ici partager ce qu'elle fait, en tout cas le peu qu'elle connaît avec vous. Ça sera, je pense, une section très interactive où après, vous allez poser des questions et vous allez échanger. Donc, merci à tous ceux qui ont pu se connecter parce que c'est vrai qu'on dit trop de viande ne gâte pas la sauce, mais surtout trop de connaissances va vous permettre aussi d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Donc, je déclare la séance ouverte. En l'honneur ou bien à la place du président, voilà, je vais me faire son porte-parole du jour. Et voilà, je déclare la séance ouverte et bonne conférence à tous. Merci. Merci, Président, pour vos mots. Sans plus tarder, nous allons introduire la réunion. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est préparation des étudiants pour le monde professionnel. Le sous-thème, c'est stratégie gagnante pour une insertion réussie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Madame Kra-Ruth comme conférencière et elle est présente. Sans plus tarder, je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Bonjour Madame. Hello, vous m'entendez? Oui, Madame. Bonjour, on t'entend. Je suis très honorée de participer à cette conférence. Donc, je dis déjà merci à tout le monde et surtout merci à M. Clark qui m'a donné cette opportunité. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous devons passer maintenant à la présentation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK. Donc, préparation des étudiants pour le monde professionnel, une stratégie gagnante pour une insertion réussie. Comme ligne de route, nous avons une petite introduction. Après, nous allons passer sur le premier point qui est l'analyse du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ensuite, le second point qui est la rédaction d'un CV efficace. Ensuite, le troisième point qui est la rédaction d'une lettre de motivation convaincante. Ensuite, le quatrième point qui est la préparation aux entretiens d'embauche. Le cinquième point, c'est le développement des compétences interprofessionnelles, les soft skills. Et le sixième point, c'est le réseautage et utilisation des médias sociaux professionnels. Le septième point, c'est la stratégie de recherche d'emploi. Et le dernier point, c'est adaptation au contexte professionnel et culturel ivoirien. Et nous allons clore par une petite conclusion. Donc, nous allons commencer par ce premier point qui est l'analyse
du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Pour ce premier point, j'ai relevé que la Côte d'Ivoire se distingue comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Son développement repose sur plusieurs secteurs d'activité en pleine croissance, qui suscitent une forte demande de main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines. Donc, on constate que l'économie de la Côte d'Ivoire commence à se hausser sur le marché à l'international, comme le marché africain. Et les secteurs qui sont dynamiques, nous avons l'agriculture, nous avons la technologie de l'information et de la communication, nous avons le BTP et les services financiers. Donc, c'est des secteurs d'avenir. C'est des secteurs sur lesquels il faudrait travailler, qui demandent encore plus d'emplois et pour une insertion professionnelle rapide. Donc, il faudrait toujours se perfectionner dans ces différents domaines. On voit que pour l'agriculture est en hausse de 15% dans la demande de recherche d'employés, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour la technologie de l'information et la communication, c'est à 20%. Pour le BTP, ils sont à 18%. Pour les services financiers, ils sont à 12%. Donc, il faudrait être meilleur dans l'un de ces domaines-là afin de pouvoir impacter sa génération, si je peux dire ça comme ça. La structure recommandée d'abord pour faire un CV efficace, on a l'entête qui est vraiment obligatoire. Tu ne peux pas faire un CV sans mettre ton nom, sans mettre tes informations personnelles telles que ta ville de résidence, peut-être ta nationalité, ton numéro de téléphone, tes adresses mail. Tu ne peux pas faire un CV sans mettre ces entêtes-là. C'est vraiment obligatoire, au fait. Ce n'est pas à débattre. Et ensuite, tu auras à faire une brève présentation de ta personne. Donc, c'est dans ce sens-là, nous allons voir le petit 1 qui est résumé. Le résumé, c'est la brève description de ton profil, de ton objectif professionnel. Donc, tu vas allier peut-être, si tu veux, tes expériences professionnelles pour te décrire le profil. Peut-être que tu as eu à travailler, je prends un exemple, tu as eu à travailler comme secrétaire, ensuite tu as travaillé comme assistante, ensuite tu as travaillé comme consultante. Donc, tous ces différents processus-là doivent pouvoir te donner peut-être un profil. Donc, c'est ton profil que tu recherches. Donc, quand tu vas mettre dans ce résumé-là, tu vas mettre le nom de ton profil, mais tu vas aussi expliquer en quoi est-ce que ce profil est important pour la société pour laquelle tu postules. Donc, il faudra toujours mettre son profil. Il faudra toujours dire pourquoi la société a besoin de nous. En fait, en gros, c'est ça le profil. C'est la petite description de ton objectif professionnel qui doit être fait de telle sorte que l'entreprise se sente dans le besoin de ta personne, au fait. Et ensuite, nous allons voir le deuxième point, qui est l'expérience professionnelle. Pour l'expérience professionnelle, il faudra lister les différents emplois, les différents postes qu'on a eu à faire. Et lorsqu'on liste les différents postes qu'on a eu à faire, on liste aussi les entreprises dans lesquelles on a travaillé. Mais lorsqu'aussi on liste les entreprises dans lesquelles on a travaillé, il faudrait mettre le nombre d'années qu'on a passé dans ces entreprises-là. Généralement, ce qu'on fait, on met le titre, on met le poste et puis on met une tranche d'années, peut-être de 2000 à 2002. Donc, cette tranche d'année-là te fait 2 ans. Le recruteur ne veut pas connaître franchement l'année où tu es rentré ou l'année que tu es sorti. Il veut voir tu as fait combien d'années là-bas. C'est le nombre d'années, au fait, qui importe pour lui, au fait. Donc, lorsque tu finis de marquer cela, tu dois mettre tes tâches réalisées. Il ne faudrait pas juste arrêter à j'ai été technicien ou bien j'ai été collaborateur ou bien consultant dans telle boîte de telle année à telle année. Ça ne suffit pas. C'est vrai que tu as travaillé là-bas, ok, mais qu'est-ce que tu as réalisé? Quelles étaient tes tâches? Donc, tu dois mettre tes tâches réalisées, tu dois mettre tes responsabilités, qu'est-ce que tu as fait? Et souvent aussi, on le demande de le faire aussi en pourcentage. Ça sera très intéressant aussi, tu peux le mettre en pourcentage. En termes, je dis n'importe quoi, j'étais technicien informatique, donc j'ai eu à ficeler des câbles. Donc, dans ce domaine-là, j'ai réalisé peut-être 100%. J'étais à 100%. Ou bien j'ai eu à collaborer avec d'autres entreprises pour la réalisation d'un projet. J'ai effectué cela, peut-être j'étais à 50%. Souvent, le nombre de pourcentages aussi, ça parle plus. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire, mais ça parle plus. S'il y a un domaine où il y a une tâche que tu sais, tu te sens très compétent
et que tu sais que tu as fait tes preuves, ça serait intéressant de mettre le pourcentage. Déjà, ça captive le recruteur lorsqu'il a ta lettre de motivation, ta lettre de ton CV devant lui. OK? Maintenant, lorsque on te dit de lister tes emplois ou bien de lister tes postes où tu as eu à effectuer une tâche, il faudrait que ça soit en accord avec ta demande. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité au fait. Il ne faudrait pas lister juste tes expériences pour lister. Il faudrait que les expériences que tu énumères soient en accord, en adéquation avec le poste que tu présentes. Avec le poste que tu présentes. Il faudrait qu'il y ait une suite logique au fait. Ensuite, on doit mettre nos différentes formations. Donc, tu peux mettre tes diplômes. Si tu as eu à faire des certifications aussi, tu les mets. Si tu as eu à faire des colloques, tu les mets. Des forums, participer à des événements, tu les mets. Ça aussi, ça peut booster aussi. Ça peut te démarquer au fait. Eh bien, c'est vrai important de mettre le diplôme, mais si on a eu d'autres expériences, c'est intéressant de les mettre aussi parce que ça te démarque des autres. Ensuite, il faudra mettre ses compétences. Donc, on a les compétences techniques et les compétences interpersonnelles. Dans les compétences techniques, il faudrait mettre les techniques qui vont avec ce poste, au fait. Je maîtrise tel logiciel, je maîtrise telle chose, je maîtrise ci, je maîtrise ça. Maintenant, quand tu finis de mettre ces compétences techniques-là qui sont en ligne directe avec ce poste, il faudrait maintenant mettre d'autres atouts en avant. Je suis rigoureux, je suis ponctuel, je suis serviable, je suis dynamique. Faudrait les énumérer aussi. C'est bien de mettre la technique, mais on veut savoir si on peut collaborer avec toi. On veut savoir, en dehors de cette technique-là, qu'est-ce que tu peux apporter. Donc, c'est un plus-value pour toi de mettre la technique. Ensuite, la langue et l'informatique. Donc, on passe au prochain point. Erreur courante à éviter. Manque de personnalisation. Adapter le CV à chaque poste et entreprise. Il y a des personnes qui viennent faire le CV standard. Un CV passe-partout. Généralement, ça nous bloque énormément lorsqu'on postule. On ne peut pas faire un CV passe-partout parce que les offres sont différentes, les entreprises sont différentes, la liste de postes est différente. Et ce qui fait qu'on se comporte ainsi, c'est que généralement, on regarde juste le type du poste. Technicien dans telle entreprise recrute technicien, telle entreprise recrute secrétaire, telle entreprise recrute tant d'autres. Tu vois déjà que le titre de poste te correspond. Tu vas postuler sans lire la fiche de poste. Souvent, il y a un certain minimum qu'on demande, un certain minimum d'attente. Donc, quand tu vas lire ce que l'entreprise recherche et que tu vas voir que ton CV, tu ne l'as pas mis dedans, mais que tu es compétent, il faudrait refaire ton CV en fonction. Parce que c'est vrai que tu as peut-être fait la formation adéquate par rapport à ça. Tu vas peut-être faire des entreprises dans ce domaine-là, mais il faut que tu adaptes à ce poste parce qu'il y aura forcément des termes qu'ils vont vouloir rechercher que tu n'as pas dans ton CV. Ils vont décrire que tu n'auras pas forcément énumérer dans ton CV. Donc, il faudrait adapter son CV à chaque poste et à chaque entreprise. Parce que chaque entreprise a ses valeurs, comme je le disais. Chaque entreprise défend certaines conditions. Donc, il ne faudrait pas faire un CV standard passe-partout. Ça, c'est l'échec assuré, quoi. Il faudrait faire un CV en fonction de chaque poste. Donc, tu peux te définir, tu peux te faire ton auto, ton auto-compétence pour savoir tu es compétent dans quel type de domaine. Dans cela, tu pourras faire peut-être 3 CV ou bien 4 CV qui correspondent à 4 domaines précis dans lesquels tu te sens apte. Là, quand tu as ces différents CV-là, tu peux les postuler dans les entreprises qui recrutent. Mais il faudrait toujours aussi, comme je le dis, regarder la description du poste pour améliorer son CV. Parce que souvent, ça bloque certaines personnes par moment. Et il faudrait mettre le titre de ton poste. C'est-à-dire, lorsque tu mets ton nom, tes coordonnées et tout, il faudrait mettre en tête le titre du poste. Parce que le recruteur, lui, reçoit beaucoup de CV. Et souvent, il y a des entreprises aussi qui lancent de plusieurs recrutements pour plusieurs postes.
Donc, ce n'est pas en train de venir deviner, toi, tu postules pour quel poste, au fait. Souvent, même, ils ne lisent même pas trop les mails qu'on envoie de transmission de CV. Il va juste imprimer le CV ou bien il va juste télécharger le CV pour regarder. Mais si en tête, tu n'as pas mis le type de poste que tu veux, ça te fait déjà des chances de rater. Donc, il faudrait adapter son CV à chaque poste et à chaque entreprise. C'est très important. Et il ne faudrait pas aussi mettre de détails. Il faudrait être, on va au second point, il faudrait être concis et pertinent. Il y a des personnes qui vont énumérer des mots de même famille seulement dans le CV, juste pour remplir, pour faire 2 pages. Non. Il faudrait être précis, il faudrait être concis. Le CV ne doit pas être trop long. Ils sont tout au plus 2 pages, au maximum. Au maximum. Il ne faudrait pas que ce soit surchargé, rempli, étouffu. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait mettre des expériences professionnelles en adéquat avec ce qu'on fait. Il faudrait mettre des expériences professionnelles en adéquat avec ce que le poste demande. Il ne faudrait pas mettre un peu tout, n'importe comment. Il faudrait bien structurer son CV, de telle sorte qu'il soit précis, pertinent. Les fautes d'orthographe et grammaire. Souvent, on reçoit des CV où il y a énormément de fautes. Il y a énormément de fautes. Déjà, ça peut te disqualifier. Si on te sollicite pour un poste où tu vas faire beaucoup de rédaction, tu vas faire beaucoup de comptes rendus, tu vas faire beaucoup de retours, que toi, tu nous présentes un travail avec assez d'erreurs, un CV déjà avec assez d'erreurs, ça en dit long sur ta personnalité, au fait. Donc, il faudrait faire très attention aux fautes d'orthographe et grammaire. Il faudrait faire très attention aussi aux mots qu'on utilise aussi. Au français même qu'on utilise lors du CV. Parce qu'il y a des personnes, même à la limite, c'est un CV très, très familier, il t'offre. On est dans un monde professionnel, donc il faudra avoir un langage aussi qui va avec. Donc, dans sa rédaction, il faudra savoir comment agencer. Il faudra savoir comment connecter les connecteurs logiques. Il faudra savoir comment utiliser tel mot à la place de l'autre. Il faudra être très pointueux. Comme je le dis souvent, chercher un travail, c'est aussi un travail. Donc, à toi de savoir si tu veux être professionnel dans la recherche ou si tu veux être un amateur. Parce que chercher un boulot, c'est aussi un travail. Donc, il faudrait faire ce travail-là avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision. On va passer au point suivant. La rédaction d'une lettre de motivation convaincante. De moins en moins, on en demande, mais il y a des entreprises aussi qui sont toujours classiques, toujours dans l'ancienne méthode de recrutement qui demandent les lettres de motivation. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir comment faire sa lettre de motivation. La structure que je recommande pour une lettre de motivation, il y a l'introduction, qui est la présentation bref et objectif de la candidature. Il y a le corps, l'argumentation sur pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste, en lien avec l'entreprise et le poste. Et puis, il y a les remerciements et une demande d'entretien. Donc, dans l'introduction, il faudrait te présenter. Moi, je m'appelle X, je suis titulaire de tel diplôme, j'ai eu 5 années d'expérience dans tel domaine. Voilà ce que j'ai pu obtenir en termes d'expérience professionnelle. Voilà mes acquis que j'ai eu à obtenir. En termes d'expérience professionnelle aussi, voilà ce que j'ai eu à obtenir. Maintenant, je pense que je suis important ou bien je pense que je suis le mieux placé ou la meilleure placée pour ce domaine-là parce que j'ai telle qualité, j'ai telle qualité, j'ai telle qualité, il y a tel projet que j'ai réalisé, il y a telle chose que j'ai effectué, il y a telle chose que j'ai effectué. Et ensuite, il faudrait remercier le recruteur tout aussi en lui demandant un entretien. Voilà, il faudrait lui demander un entretien. Il faudra lui dire, après avoir lu ceci ou bien après avoir reçu mon CV, je reste toujours disponible pour un entretien où vous aurez à me poser toutes les questions et je vous répondrai avec sincérité. Donc, il faudrait toujours remercier tout en demandant aussi un entretien pour dire que vous êtes disponible, vous êtes là, vous êtes prêt à tout moment à être opérationnel. Et à toute demande aussi, pour toute information complémentaire, pour tout dossier aussi complémentaire, vous êtes disponible. Donc là, au fait, la demande d'entretien, c'est pour montrer notre disponibilité, quoi, pour montrer à quel point on est vraiment déterminé
à travailler avec eux. Bon, ensuite, il y a quelques astuces. Ne pas dépasser 2 pages, comme je le disais. Adapter la lettre en fonction de l'entreprise et du poste. Voilà. Donc, il faudrait, tout ça là, ça compte dans l'objet de la lettre de motivation. Il faudrait mettre l'objet. Tu ne vas pas venir mettre l'objet d'un autre CV. Donc, il faudrait toujours relire parce qu'il y a d'autres qui vont faire une lettre de motivation, comme je l'ai dit, passe-partout. Il a fait sa seule lettre de motivation. Tout ce qui l'intéresse, peut-être s'il doit changer, il change le nom du recruteur à monsieur, le nom du concerné. Il va changer le nom de l'entreprise sans même penser même à modifier l'objet. Donc, il faudrait toujours personnaliser le CV en fonction de l'entreprise. Souvent aussi, on ne met pas clairement la position de l'entreprise, mais il faudra aller sur Internet chercher l'entreprise est située où, qui peut-être met le directeur des ressources humaines aussi pour mettre son nom pour l'adresser directement la lettre de motivation si cela n'est pas affiché dans la description de la demande. Donc, il faudrait faire attention à ça. Technique de préparation pour l'entretien d'embauche. Il y a la entreprise. Donc, après déjà avoir envoyé son CV et sa lettre de motivation, souvent l'entreprise nous répond par mail. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas consulter leur mail. C'est très important de consulter son mail chaque mois, je dirais chaque heure même. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui appellent. Donc, il faudrait toujours consulter son mail. Il y a d'autres qui vont t'appeler pour te relancer, pour dire effectivement, on a reçu vos coordonnées, on vous convie tel jour, à telle date pour un entretien. Mais il y a d'autres qui vont vous répondre par mail. Il y a d'autres qui vont vous répondre par mail. Donc, il faudrait toujours lire son mail et être attentif. Maintenant, lorsque l'entreprise va t'envoyer le mail ou qu'ils vont t'appeler, il faudrait rechercher les informations sur l'entreprise. C'est-à-dire aller sur Internet, taper le nom de l'entreprise. S'ils ont un site Internet, aller fouiller, savoir quels sont leurs projets, quels sont les services, quelles sont les cultures. Parce qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup dans les actions sociales. Par contre, il y a d'autres entreprises qui ne sont pas vraiment dans cette thématique-là. Ils pèsent beaucoup dans la politique, ils peuvent être ailleurs. Donc, il faudrait connaître les produits aussi de l'entreprise, les services de l'entreprise et se préparer en conséquence. Voir comment cette connaissance du produit ou bien du service-là sera un plus dans toi, ton domaine ou bien dans toi, dans le poste que toi tu recherches. Comment tu pourras apporter un plus-value à ces services ou produits. Maintenant, il faudrait se préparer à des questions courantes. Il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Parlez-moi de vous. Quelle est votre plus grande faiblesse? Pourquoi voulez-vous travailler ici? Décrivez-nous un défi que vous avez surmonté. Donc, il faudrait toujours être aux aguets par rapport à ces questions-là et par rapport au poste. Parce que la réponse à ces questions va différer du poste, d'un poste à un autre. Tu peux avec une personne, comme je le dis, tu peux être une personne, avoir une formation, mais avoir peut-être 4 compétences dans 4 domaines différents. Dans 4 domaines professionnels différents. Donc, à toi de savoir, c'est vrai que j'ai fait telle formation dans tel secteur plutôt, mais je suis potentiel pour quel type d'emploi. Souvent, même le seul pour lequel tu fais une formation n'est pas peut-être même ton meilleur atout pour t'insérer dans le milieu professionnel. Donc, il faudrait toujours adapter cette préparation au poste. Parce que de la même manière que tu vas te présenter en tant que technicien, ça ne sera pas même pareil que tu vas te présenter en tant que comptable, ça ne sera pas pareil que tu vas te présenter même comme juriste. Ou bien ça ne sera pas pareil que tu vas te présenter comme juriste junior, juriste senior, juriste stagiaire. Ça ne sera pas pareil au fait. Donc, il faudrait toujours préparer sa présentation. Donc, quand on dit parlez-moi de vous, généralement, on ne s'attend pas à ce que tu nous dises ton nom et puis tu t'arrêtes là. Ce n'est pas vraiment ça. Quand on vous dit parlez-moi de vous, on s'attend à ce que vous présentez votre personne, c'est-à-dire votre nom, vos adresses, mais aussi vos expériences professionnelles et aussi vos diplômes. Dans cette présentation-là, on doit tout entendre en fait. Le CV est sur la main du recruteur, mais il veut savoir comment tu te vends. Donc, c'est pour ça qu'il dit présente-toi. Dans cette présentation, tu dois pouvoir te vendre sans pourtant être arrogant et prétentieux,
mais tu dois pouvoir te vendre et montrer comment tu es un atout pour eux, au fait. Voilà, donc il faudrait tout dire faudrait résumer, si tu veux, parlez-moi de vous, c'est résumer son CV, au fait, dans un speech. Et souvent, il y a des entreprises maintenant même qui ne demandent plus des CV classiques, des lettres de motivation, ils demandent des vidéos de 2-3 minutes de présentation. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans parlez-moi de vous, c'est de te présenter. Donc, quand tu te présentes, tu donnes tout ce qui est sur ton CV, mais tu le résumes, quoi, tout en vendant tes atouts, en vendant tes compétences et montrer à l'entreprise à quel point ils ont besoin de vous. Et quand on dit parlez-moi de vous aussi, on veut voir votre assurance. On veut voir est-ce que c'est vraiment toi? C'est que tu écris dans le CV là, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu ne mens pas? Est-ce que tu dis la vérité, comme on le dit dans le projet terre à terre? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu ne mens pas? Tu n'envoies pas des sons, comme on le dit. Donc, il faudrait être sûr que ce que tu as dit dans ton CV, c'est ce que tu vas aller présenter. Donc, il faudrait préparer cette présentation-là. J'insiste dessus parce que très souvent, c'est dans cette présentation-là qu'il y a on laisse beaucoup de personnes. Parce que souvent, même ce que le candidat te dit, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois sur son CV. Ou bien tu vois qu'il se présente mais manque d'assurance. Donc, c'est important. Quelle est votre plus grande faiblesse? La grande faiblesse, on ne dit pas de dire que ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une faiblesse en tant que telle. On veut savoir comment vous la gérez. Par exemple, comme grande faiblesse, tu ne vas pas dire je suis toujours en retard. Tu ne vas pas dire non, comme grande faiblesse, je dors beaucoup. Non. Tu vas dire dans cette grande faiblesse, je suis tellement rigoureux que je n'aime pas laisser le travail derrière moi, par exemple. Je suis tellement rigoureux que je lis tous mes mails, même à la virgule près. Donc, on veut voir cette faiblesse-là, comment tu la travailles en atout, au fait. Si tu veux, c'est une compétence masquée que tu dois sortir dans cette grande faiblesse. Voilà. Donc, comme vraiment, j'aime rester tard au bureau parce que j'aime vraiment me concentrer. Je veux tout finir mes tâches avant de rentrer à la maison. Comme faiblesse, on dit, je suis très ponctuelle. Donc, il faudrait dire des atouts. Ce n'est pas vraiment des faiblesses en tant que telles, mais il faudrait donner ces atouts. Qui peut-être des atouts en termes d'exagération peut devenir une faiblesse pour toi, mais qui reste quand même des atouts. Il faudrait toujours faire sortir un atout qui est très important pour le poste. Qui est très important pour le poste. Si je prends l'exemple d'un comptable, par exemple, dans leur travail, il faut vraiment être rigoureux. Il y a beaucoup de chiffres et tout. Voilà. Donc, c'est une personne qui doit sortir un atout par rapport à ça. Pour dire que j'aime tout calculer. Je me retrouve même à calculer, même, j'exagère un peu, je me retrouve même à calculer pendant mon sommeil. Quand il aime trop calculer. Donc, ça, c'est une faiblesse parce qu'il est dans l'exagération, mais c'est un atout pour le poste. Donc, il faudrait mettre cette faiblesse-là, qui en termes d'exagération peut être une faiblesse, mais qui reste un atout principal pour le poste. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait toujours adapter le CV au poste. Parce que ce ne sera pas pareil. Ce que Nestlé va te demander pour le même poste, ce n'est pas ce que CIE va te demander pour le même poste. Donc, il faudrait toujours lire les descriptions des offres d'emploi et toujours adapter tout en fonction. Pourquoi vous voulez travailler? Pourquoi voulez-vous travailler? Pourquoi voulez-vous travailler ici? Il ne faudrait pas dire je veux travailler ici parce que j'ai appris que le salaire est beaucoup. Non. Je veux travailler ici parce que j'ai appris que vous avez assez d'avantages sociaux. Non. Quand tu dis pourquoi voulez-vous travailler ici, tu dois détecter peut-être un problème ou peut-être une faille dans le système. C'est pour ça que j'ai dit connaître les produits et services de l'entreprise. Lorsque tu connais ces produits et services, tu peux aller sur Internet, te documenter, voir cette entreprise, une autre entreprise dans le même domaine d'un autre pays, qu'est-ce qu'ils font pour améliorer. Donc là, tu pourras sortir même un projet même dans cette préparation-là, dans cette présentation-là. Quand on va vous dire, pourquoi voulez-vous travailler ici? Tu devras sortir que non, j'ai constaté qu'il y a telle faille ici, j'ai constaté qu'il y a tel problème dans le système, ou bien je voudrais améliorer ici, je me sens compétent pour ça, dans mon ancien poste, voilà ce que j'ai pu faire au niveau de cette entreprise-là qui n'était pas vraiment digitalisée. Mais avec l'apport du digital, ils ont été haussés à un niveau mondial, à un niveau international. Donc, je souhaiterais faire aussi pareil pour vous. Donc, le pourquoi voulez-vous travailler ici, c'est pas je rêve toujours je rêve d'avoir un grand poste ou bien, je sais pas. Il faudrait donner vraiment un pourquoi convaincant, quoi.
où l'entreprise sait que tu es important, tu es vraiment un maillon décisif. Si t'ont recruté, ils savent qu'il y aura un changement dans le domaine, dans le secteur dans lequel ils ont besoin de toi. Voilà, décrivez aussi un défi que vous avez surmonté. C'est souvent des questions aussi qu'on pose. Voilà, quelle était la situation que tu as rencontrée. C'est pour voir si tu es réactif, si tu es quelqu'un qui trouve des solutions, en fait. Donc, il faudrait trouver un domaine, pas forcément dans le domaine professionnel, mais peut-être un domaine dans ta vie où tu as résolu un problème. On veut voir ta capacité à gérer un problème, en fait. On veut voir ta capacité à donner de bonnes initiatives, de bonnes idées pour que quelque chose de meilleur soit fait. Donc, il y a aussi la gestion du stress. Il y a aussi la gestion du stress. Donc, il faudrait en parler, la respiration profonde, comme j'ai dit, la respiration profonde, ça te permet de te détendre, ça te permet de te calmer, ça te permet d'être plus serein, si tu veux. Voilà. La simulation d'entretien, c'est très important aussi de simuler son entretien avec un ami, avec un mentor, quelqu'un que tu respectes beaucoup, quelqu'un qui t'encourage aussi, avec un coach, avec même, je sais pas, avec un ami, un conseiller, toute personne au fait qui pourra t'aider. Tu pourras peut-être lui donner ses questions et toi-même préparer les réponses et lui donner les questions et les réponses que tu auras peut-être vues sur Internet ou des vidéos que tu auras suivies pour faire ton speech et lui, il sera là pour voir comment tu te tiens, comment tu réponds, si tu agences bien tes réponses et tout ça. Ensuite, le point 5, on a le développement des compétences interprofessionnelles, souvent appelées les soft skills. OK? Dans ce point-là, on va définir un peu. Les soft skills ou compétences interpersonnelles sont essentielles dans un CV car elles illustrent la capacité à collaborer, à résoudre des problèmes et à s'adapter. Elles complètent les compétences techniques et sont souvent déterminantes pour les recruteurs en quête de candidats polyvalents. Mentionner des soft skills peut donc accroître nettement l'attrait d'un CV. Donc, c'est un peu ça. Les soft skills, c'est, comme on a dit, c'est des compétences interpersonnelles. Donc là, ce ne sont pas des compétences techniques. Et c'est ça qui va venir te différencier d'un autre candidat. Peut-être que lui, en termes de relationnel, peut-être il est limité. En termes de technicité, il peut vraiment être meilleur que toi, mais en termes de relationnel, on sent que ce n'est pas quelqu'un qui est polyvalent, ce n'est pas quelqu'un qui est proactif, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut collaborer. C'est pour ça souvent dans les CV, on met travail en équipe. Voilà. Voilà. Donc, il faudrait faire attention un peu à ça. Donc, parmi les soft skills, voici ce qu'on demande de plus. Au numéro 1, on a la communication. Capacité à transmettre les informations clairement. Il y a des personnes qui ne savent pas rendre. Ils connaissent peut-être le travail, ils ont la technique, mais ils ne savent pas rendre, ils ne savent pas être de bons coachs. Or, souvent, quand on recrute quelqu'un, c'est pouvoir aider l'équipe, c'est pouvoir faire monter tout le monde. Donc, si toi, tu postules pour un poste de responsabilité, par exemple, que tu n'as pas la communication, ça sera difficile pour toi de faire monter ton équipe à un certain niveau. Donc, souvent, il y a d'autres personnes qui disent le management, la communication. D'autres personnes disent aussi, appellent ça le management. Donc, il faudrait être un bon manager. Même étant un simple employé, il faudrait être un bon manager parce que ton patron ne sera pas forcément la personne que tu décris ou bien la personne que tu souhaites avoir. Il peut avoir ses défauts, mais à toi de pouvoir gérer, de pouvoir transmettre des informations précises comme il faut, savoir quand il faut parler, savoir quand se taire, savoir comment travailler au fait. Adaptabilité. La compétence à s'ajuster rapidement aux changements et aux nouvelles situations. Les entreprises aiment beaucoup ce genre de personnes qui savent s'adapter, qui sont polyvalentes, qui sont proactifs, qui ne restent pas dans la même routine, qui viennent d'une entreprise, ils voient un problème ici, automatiquement, ils apportent leur grain de sel. Donc, qui s'adaptent aussi à tout milieu. On les fait changer de département automatiquement. Le monsieur ou la jeune dame arrive à s'adapter. La créativité, capacité à penser de manière innovante et à proposer des nouvelles idées. Voilà, on a besoin de ça, surtout dans cette nouvelle ère où il y a beaucoup de
d'apparition de logiciels et tout. Tu peux trouver un logiciel même dans tes recherches qui peut révolutionner tes tâches au service, qui peut révolutionner un projet du service, qui peut révolutionner beaucoup de choses dans l'entreprise et leur faire gagner du chiffre. Parce qu'en fait, l'entreprise voit de quelle manière lui peut gagner du chiffre avec toi, en fait. C'est vrai qu'il t'emploie pour faire une tâche précise, mais dans quelle mesure cette tâche que tu fais lui rapporte du chiffre. Donc, si tu es créatif, c'est vraiment très intéressant pour cette entreprise-là. Tu peux venir révisionner l'entreprise à travers beaucoup de choses, à travers ta méthode de travail. Tu peux voir un système qui est défaillant. On voit une nouvelle méthode de travail qui va vraiment fonctionner et qui va permettre l'activité d'avancer 2 fois plus. Donc, c'est très important. Important pour toi-même et important aussi pour l'entreprise. On a le leadership aussi, capacité à guider et à motiver une équipe. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce leadership en soi. Il ne faudrait pas être une personne qui n'arrive pas à motiver, qui se décourage vite, qui est tout en train de se plaindre. Parce qu'il y a dans certains services, il y a des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, mais qui n'apportent jamais d'idées renouvelatrices. Ils sont toujours en train de se plaindre du système. Dans cette entreprise-là, en tout cas, on ne nous donne pas s'il n'y a pas tel avantage, il n'y a pas le salaire n'augmente pas, il n'y a jamais, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais jamais ils vont apporter une nouvelle idée ou bien une nouvelle méthode. Donc, il faudrait une personne qui a ce charisme-là de leadership. Et ce leadership, c'est ce qui est beaucoup regardé en termes de promotion. Souvent, quand on veut donner des promotions, on voit est-ce que ce monsieur, mais cette femme a ce charisme, est-ce qu'elle peut être leader, est-ce qu'elle peut manager son équipe, est-ce qu'elle a la communication qui va avec, est-ce qu'elle peut guider, est-ce qu'elle peut apaiser les cœurs, est-ce qu'elle peut changer les stratégies. Donc, il y a un peu ça. Il y a le travail en équipe qui est très, très, très nécessaire dans le monde du travail. Il faudrait travailler en équipe. Il y a des personnes qui sont vraiment introverties, qui n'arrivent même pas à interagir avec les autres. Et ça, j'invite ces gens de personnes-là à participer à certaines formations, à certains forums, à échanger avec des personnes qui sont très proactives pour leur permettre de se dégourdir. Parce que le travail en équipe est très, très, très nécessaire dans le monde du marché professionnel. Et ça favorise un réseau, ça favorise beaucoup de choses. En termes aussi de promotion, on regarde beaucoup ça. La gestion du temps, organisation et respect des délais, ça aussi, c'est très, très important. Il y a des personnes qui sont toujours hors délai. Ils sont toujours hors délai. On leur donne une tâche aujourd'hui, c'est dans 10 jours après. Il faut les poursuivre, il faut les relancer. L'entreprise qui recrute cherche quelqu'un qui est autonome. Il veut un employé qui est autonome. Pas un employé, on est toujours obligé de tourner derrière lui. Tu as envoyé ce mail, est-ce que tu as déposé telle lettre? Est-ce que tu es parti dans tel service? On doit toujours surveiller sa tâche. Et ça ne fait pas avancer le travail. En termes de chiffres aussi, ça ralentit le business. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sait gérer son temps, qui sait s'organiser. Comme on dit, il a sa to-do list. La to-do list, c'est ce que tu énumères, tout ce que tu dois faire de la journée. Et à chaque fois que tu réalises une tâche, tu peux mettre OK devant la tâche, en fait. Donc, il faudra avoir ta to-do list. Il faudra gérer ton temps. Non, pour cette tâche-là, je me donne maximum 30 minutes, ou bien maximum 2 heures pour la réaliser. Et vraiment être dans le temps. Ça aussi, ça te permet de te démarquer des autres personnes. C'est très important. Donc, on a le réseautage, l'utilisation des médias sociaux professionnels. Très important, le réseautage. Donc, la stratégie de réseautage, c'est de définir ses objectifs d'abord. On ne va pas sur LinkedIn pour juste aller, ou bien sur Facebook pour juste partir, ou bien sur Twitter pour juste partir. Je vais sur ce site-là, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je recherche? Quels sont mes objectifs au fait? Je vais d'abord pour peut-être avoir des partenaires d'affaires, ça dépend. Je vais d'abord pour chercher un emploi. Je vais d'abord pour faire connaître mon produit, mon business. Je vais pourquoi, en fait, tu vas faire tout et n'importe quoi à la fois. Il faut avoir ton profil à toi. Moi, je vais sur LinkedIn pour chercher un emploi. Donc, c'est que dans tes recherches, tu vas te connecter à des entreprises, peut-être qui sont dans ton domaine d'activité. Tu vas te connecter à tous ceux qui sont recruteurs RH. Tu vas te connecter. Tu sais comment tu t'orientes par rapport à tes tests que tu vas faire chaque jour. Tu sais que c'est par rapport à ça, motiver, booster. Tu vas mettre tes soft skills en avant. Donc, ce sera différent de quelqu'un qui vient sur ce site-là pour chercher des clients. Ce sera différent de quelqu'un qui vient sur ce site-là pour chercher des partenaires d'affaires. Ce sera différent de quelqu'un qui vient chercher juste la visibilité. Donc, il faudrait définir son objectif. Identifier clairement ce que vous souhaitez accomplir grâce au réseautage. Que ce soit trouver un emploi, obtenir des conseils, élargir votre cercle professionnel. Donc, il faudrait savoir pourquoi je vais sur ce site. OK? On a participé à des événements professionnels tels que les conférences. Nous sommes en train de faire une conférence actuellement.
Donc, ça sera très important. Tu participes à ces conférences, tu peux rencontrer X ou Y, cette personne peut t'aider dans tel ou tel domaine qui pourra te faire avancer professionnellement, qui pourra même te faire avancer dans la vie. Il y a des connexions qui changent beaucoup. Donc, participer à des événements. Cette année, en Côte d'Ivoire, il y a eu le forum des stages. Dans ce forum des stages, j'ai eu à rencontrer certaines personnes qui m'ont fait du bien. Donc, du coup, c'était très important. Moi, je ne cherchais pas par contre un emploi, mais je suis allée pour chercher un réseau, pour chercher des connaissances, pour chercher des connexions. Donc, souvent, il peut y avoir un événement qui n'est pas forcément dans ce que tu veux pour l'instant, ou bien qui n'a rien à voir avec, tu n'as rien à voir avec le profil, au fait, du forum. Mais toi, tu vas juste pour avoir des connexions. Voilà, donc du coup, c'est très important. Tu peux aller, peut-être souvent ici, on fait le Sahara. Donc, tu peux participer, même si tu n'es pas dans la culture, tu peux participer, rencontrer quelqu'un, et puis tu vas lui faire, c'est une connexion, va te faire du bien. Tu peux peut-être, à travers ton domaine d'activité, révolutionner même le business de cette personne. Donc, il y a tout ça. Donc, participer à des conférences, à des salons, à des webinaires pour rencontrer des professionnels influents dans votre domaine. C'est très important. Rejoindre des groupes professionnels en ligne, des forums et communautés sur LinkedIn. C'est très important aussi. Suivre et entretenir des relations. Après une rencontre, envoyer un message de suivi, rester en contact régulier et offrir de l'aide ou des ressources lorsque c'est possible pour entretenir et renforcer les relations professionnelles. C'est très important. Souvent, nous rencontrons des personnes, nous échangeons les contacts et puis c'est terminé. On n'essaie plus de relancer la personne, on n'essaie plus d'écrire. Peut-être à l'instant T, tu échanges avec cette personne-là, la personne ne voit pas peut-être l'intérêt de continuer la conversation avec ta personne, mais la personne ne voit pas comment vous pouvez fusionner. Mais à long terme, la personne peut avoir un projet où toi seul pourra être la solution. Ou bien tu peux avoir un projet où cette personne-là pourra vraiment t'aider. Donc, c'est très important d'entretenir ces relations. À travers souvent des appels, mais des messages une fois chaque mois, par exemple, des mailings. C'est très, très important. Très, très important. Tu peux, même si la personne ne reste pas forcément en contact avec toi, tu peux suivre cette personne-là sur les différents réseaux, voir un peu ses activités. Et puis peut-être il peut avoir un projet que cette personne va lancer qui va te marquer. Et puis voilà, tu peux te démarquer. C'est très important. La stratégie de recherche d'emploi. Donc, j'ai énuméré quelques techniques efficaces. C'est la candidature spontanée. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Eux, ils vont aller sur les sites d'emploi, ils vont voir un emploi qui leur correspond et puis ils vont postuler. Souvent, il y a des entreprises même qui ne mettent pas leur recrutement sur les réseaux. Comme j'ai dit, il y a des entreprises qui sont beaucoup classiques, qui sont encore classiques, qui sont dans le bouche à oreille, qui sont vraiment classiques. Ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, ils ne vont pas afficher leur recrutement et ça se fait en été. En d'autres cas, quand ils ont fini de recruter. Donc, c'est très important d'envoyer des candidatures spontanées. Moi, j'ai eu 2 emplois comme ça. Il y a 2 entreprises que j'aimais beaucoup, que je suivais sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, chaque 2 mois, en tout cas, moi, j'envoyais mon CV. J'adaptais seulement mon CV à l'offre que je voulais. Chaque 2 mois, j'envoyais mon CV en candidature spontanée. C'est-à-dire, la candidature spontanée, c'est d'aller sur le site de l'entreprise, voir le mail que tu trouves. Peut-être ça peut être le mail de info, ça peut être un mail de contact, point. En tout cas, ça peut être un mail classique. Ça ne te garantit pas que le service RH va recevoir, mais au moins, tu as envoyé ton CV. Donc, c'est très important. Là aussi où je travaille, il y a notre responsable marketing digital, souvent qui reçoit des mails de CV et elle les transmet au RH. Et on a recruté certaines personnes comme ça. Donc, du coup, ton CV peut venir dans le secteur, même dans le domaine, mais qui n'a rien à voir. Mais ils vont toujours transmettre, aussi leur bonne foi, de transmettre ce CV-là aux personnes indiquées. Donc, c'est très important d'envoyer son CV dans les candidatures spontanées. Tu cibles l'entreprise que tu veux, tu cibles l'entreprise que te correspond le mieux. Tu sais que si tu es dans cette entreprise, ça va te booster professionnellement, ça va te booster aussi, toi aussi en termes de capacité, ça va te booster. Donc, du coup, tu postules. Et tu peux postuler chaque 2 mois, chaque année. Tu postules jusqu'à ce que tu aies une réponse peut-être un jour. Il y a la recherche ciblée. Utiliser des mots spécifiques dans les recherches d'emploi. Donc, il faudrait vraiment utiliser les mots-clés de ton activité, les mots-clés de ce que tu recherches. Parce que souvent, mettre juste le titre du poste dans les barres de recherche, ça ne te garantit pas un retour. Parce que chaque jour, pour le même poste, il y a des mots il y a de nouveaux mots.
Avant, on disait secrétaire de direction. Maintenant, on dit plutôt assistante. Ou bien souvent, on dit adjointe administrative. Donc, vous voyez que le mot même a un peu changé. Donc, quand tu as mis secrétaire, ce n'est pas évident. C'est un mot que les gens utilisent. Plus souvent, les gens mettent conseiller client, mais chargé clientèle. Or, ils veulent dire juste assistant ou secrétaire. Donc, du coup, c'est très important d'utiliser des mots-clés spécifiques dans le moteur de recherche. Et il y a des plateformes que je recommande. Bon, ça, c'est des plateformes ivoiriennes. Il y a MaPro, ma carrière pro. Il y a projobIvoire.com qui booste aussi chaque jour des demandes, des offres. Il y a Emploi Jeune aussi. Il y a LinkedIn aussi. Donc, faudrait toujours aller sur ces sites-là chaque jour. Comme je le disais au départ, chercher un emploi, c'est un travail. Donc, à toi de savoir si tu es un chômeur paresseux ou si tu es un chômeur professionnel. Normalement, chaque jour, tu dois aller sur ces sites-là et postuler seulement. Je te dis, peut-être si c'est différent, si tu es numéré, je postule à 5 candidatures. Et tu adaptes ces candidatures-là à ton CV pour postuler pour une obtention de réponse rapide et optimale. Bon, quelques conseils pour maximiser les candidatures. Il y a le suivi. Donc, il faudrait faire le suivi de ton mail. Il faudrait toujours regarder son mail. Comme je l'ai dit, souvent, on envoie les mails, on ne regarde pas. Il faudrait aller voir si tu as reçu des réponses. Il y a des entreprises, lorsque tu postules, ils vont te dire, si tu n'as pas reçu de réponse au bout de 2 semaines, c'est que ta candidature n'a pas été retenue. Donc, tu pourras aller voir peut-être 2 semaines après, tu vois que tu n'as pas été retenu. Tu attends 1 mois après, tu relances. Jusqu'à ce que cette fois-ci, tu adaptes ton CV autrement. Jusqu'à ce que ça corresponde au mieux à ce que le service RH recherche. Souvent, si le simple fait de voir toujours ton CV dans leur base de données, ça peut les emmener à te rencontrer pour savoir, mais qui est ce monsieur ou bien qui est cette dame qui veut forcément intégrer notre entreprise. Il y a l'objet du mail. Voilà, il faudrait mettre l'objet, c'est très important. L'objet du mail, il faudrait mettre le titre du poste que tu veux. Il faudrait mettre le titre du poste que tu veux, c'est très important. Il faudrait personnaliser aussi la demande. Adressez-vous au recruteur par son nom si possible. Donc, souvent, dans les offres d'emploi, dans la description, on peut mettre « Envoyez votre CV à monsieur ton directeur RH » ou bien « Envoyez votre CV à tel directeur de tel service ». Donc, du coup, c'est très important aussi, quand tu vas écrire dans le corps de ton mail, de personnaliser ça. Donc, on parlait de motivation, de personnaliser ça. Parce que les noms peuvent changer, les postes peuvent changer. Donc, si c'est précisé, c'est très important de personnaliser. Donc, il y a la lettre de motivation aussi. Donc, il faudrait faire une lettre de motivation convaincante, comme on l'a dit tantôt. Il faudrait faire un CV aussi en format PDF. Parce qu'il y a des personnes qui envoient le CV en Word. Mais quand le CV vient en Word, ça vient de façon disparate. Tout est mélangé, on ne voit pas. Donc, c'est très important de convertir son CV en PDF en voulant de le transmettre. Ne pas envoyer son CV en version Word. Ne jamais faire ça. Vérifiez toujours les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, vérifiez toujours. Et il y a un nouveau système aussi de réseautage aussi qui est très intéressant. Souvent, tu peux suivre une personne qui est dans ce poste, dans cette entreprise. Par exemple, j'ai postulé pour un poste de technicien électricité à la CIE, par exemple, et je n'ai pas de retour. Donc, je peux peut-être aller sur LinkedIn, me connecter à tous ceux qui sont dans ce domaine à la CIE et les écrire en inbox pour savoir comment ça se passe le recrutement en interne. Ah, j'ai postulé chez vous, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Est-ce que vous pouvez me guider à telle personne? Peut-être que tu as envoyé à la mauvaise adresse mail. Peut-être que tu as adressé au mauvais service. Donc, on ne sait jamais. Quelqu'un peut t'aider, peut t'orienter. Donc, il faudrait toujours profiter du réseautage. Adaptation au contexte professionnel et culturel ivoirien. C'est très important. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de valeurs. On voit que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais les Africains restent beaucoup dans certaines valeurs qui sont très, très importantes pour eux. La ponctualité, le respect des hiérarchies, la connaissance des coutumes et la salutation formelle. Ici, les gens aiment vraiment qu'on les salue par les titres. Ils aiment vraiment, tu viens dans un entretien, bonjour monsieur le directeur, bonjour madame la secrétaire adjointe. Les gens aiment vraiment les titres au fait. Donc, c'est très important d'utiliser ces titres-là, souvent pour avoir certaines faveurs, si on peut se permettre de le dire. Le respect, la ponctualité. Chez nous, il faut vraiment être ponctuel. On t'a dit 9 heures pour entretien. Eux, ils savent qu'ils vont commencer le recrutement.
Et ils savent qu'ils vont commencer le recrutement à 10h. Mais on dit rendez-vous à 7h30. Ils vont laisser une liste d'émargement pour voir ceux qui sont venus à l'heure, ceux qui ne sont pas venus à l'heure. Ceux qui sont venus souvent avec 30 minutes de retard, d'office, on peut les disqualifier. La connaissance aussi des coutumes, c'est très, très important. Chez nous, tu ne peux pas rentrer dans le bureau d'un directeur, bien rentrer en réunion, en culotte, et casquette. C'est pas possible. Peut-être que chez vous, c'est fouillé. Hein. Tu peux porter ta petite culotte, ton t-shirt, ta paire de basket, c'est tranquille. Mais chez nous, là, c'est un peu différent. Tu vas te faire un pantalon, une chemise, un ensemble tailleur, habillé décemment, nous les dames. Et puis voilà. Donc, il faudrait faire très, très attention à ce genre de pratique. Voilà, il y a la salutation formelle, comme j'ai dit. Il faudrait beaucoup utiliser la salutation avec des titres. Ça démarque aussi. Et c'est très important. Donc, on peut passer au suivant. Donc, on va aller à la conclusion. Donc, on va conclure. Dans cette conclusion-là, bon, je vais la lire. Hein. C'est pas si longue. Chers étudiants, nous arrivons au terme de notre session et j'espère que cette présentation vous a offert des outils précieux pour préparer votre entrée dans le monde professionnel ivoirien. Vous avez désormais une vision claire des tendances du marché, des techniques pour rédiger des CV et l'aide de motivation percutantes et des stratégies pour briller lors de vos entretiens. Sachez que chaque année, chaque étape de votre parcours est une opportunité de grandir et de vous démarquer. La Côte d'Ivoire est un pays riche en possibilités et avec détermination et préparation, vous êtes prêt à saisir ces opportunités avec confiance et enthousiasme. Gardez à l'esprit que le succès se construit avec persévérance, créativité et un réseau solide. Utilisez les compétences et les connaissances acquises aujourd'hui pour tracer votre chemin vers une carrière épanouissante. Je vous souhaite à tous le meilleur dans vos démarches et je suis convaincue que vous ferez preuve d'excellence dans tout ce que vous apprendrez. Soyez audacieux, très important. Restez passionné. N'oubliez jamais que chaque défi est une chance de briller. Bonne chance à chacun d'entre vous et que votre avenir professionnel en Côte d'Ivoire soit couronné de succès. Donc, ceci étant dit, j'ai fini ma présentation. Donc, je m'attends à vos questions et observations. Applaudissons, applaudissons. Applaudissons, c'était vraiment de qualité. Et j'aimerais remercier la conférencière pour cette simplicité. C'était pas compliqué, c'était accessible à tous. Et ça, je crois que nous avons aimé. Pour ceux qui ont des questions, on lève la main, j'interroge. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main maintenant. Monsieur Lémy Gustave, vous avez la parole. Ok, merci, M. Kwame. Et pourquoi pas se créer des liens sur des réseaux sociaux qui pourront m'aider dans le futur à avoir pourquoi pas dire des marchés. Donc, j'aimerais savoir quel serait ce conseil-là m'adressant de créer un compte, je sais pas, de créer une visibilité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne suis pas un intéressé des réseaux sociaux, mais je sais avec toute conscience que utiliser les réseaux sociaux peut m'être bénéfique. Quel serait ce conseil-là venant de la conférencière Madame Ruth, à ma part, m'adressant de créer, m'intéresser aux réseaux sociaux afin de voir, comme je l'ai dit, créer ce système de réseautage et puis pourquoi pas avoir des liens avec qui je pourrais avoir des marchés. Oui, Président, vous avez la parole. D'accord. Merci à M. Kwame, merci à la conférencière pour l'exposé et pour tout ce qui a été dit. Je pense que les informations que vous avez données sont tellement enrichissantes et
mon interrogation se trouve dans une situation un peu plus extrême. Vu le thème qui nous réunit, il est question de la préparation des étudiants pour le monde professionnel. On prend par exemple une entreprise qui recherche un personnel dans le domaine de l'informatique, disons. Est-ce que, je sais pas moi, une personne qui a antérieurement étudié dans le domaine de l'informatique et qui aujourd'hui, bon, par exemple, la personne n'a pas eu à valider son diplôme et aujourd'hui la personne change de filière et la personne finit par avoir un diplôme dans le domaine de la santé. Est-ce que si il y a un recrutement de ce type dans le domaine informatique, est-ce que cette personne qui se sent avoir les aptitudes dans ce domaine-là, mais qui n'a pas le diplôme, peut postuler pour une offre pareille? Je pose la question parce que généralement, on reçoit pas mal de, de situations, pas mal de personnes dans ce cas-là. Et généralement, c'est des personnes qui sont en procédure d'apprentissage, donc des personnes qui sont en formation. Mais dans la période de formation, ont des échos concernant des entreprises qui recrutent. Et est-ce que ces personnes-là peuvent postuler n'ayant pas des diplômes dans le domaine? Donc, c'est un peu ça ma question. Est-ce qu'on pourrait postuler pour une entreprise qui recrute dans un domaine où on se sent compétent, tout en n'ayant pas le diplôme requis, le diplôme sur papier pour postuler? Donc, c'est ma question dans un premier temps. Je pense que je pourrais revenir peut-être pour une prochaine question, mais merci déjà pour l'exposé, pour tout ce qui a été dit. Merci. Ok, j'ai bien noté la question. Cette personne va d'abord bien lire, je veux dire, la description du poste. Comme j'ai dit, il faudrait toujours adapter le CV. Donc, la personne va lire attentivement la description du poste et va rechercher à lister les compétences clés. Donc, lorsque la personne va retrouver les compétences clés, la personne va faire son analyse sur elle afin de savoir si est-ce que ces compétences clés-là, j'ai la capacité à les résoudre. Donc, si déjà c'est OK à ce niveau, la personne va faire un CV axé sur les compétences. La personne fera un CV axé sur les compétences. Donc, après avoir mis les en-têtes, comme on l'a bien signifié, après avoir mis les en-têtes, l'adresse, le nom, tout ça, le profil, tout ça, la personne va mettre la section compétences d'abord. Généralement, on met expérience professionnelle et puis ensuite on met formation et puis après on met compétences. Mais cette personne va commencer son CV par les compétences. Elle va énumérer ses compétences clés et si elle peut définir aussi ces compétences-là. Peut-être compétences en réseau, 2 points. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Compétences en hacking, 2 points, voilà ce que je peux faire. Voilà, donc vraiment miser sur les compétences, quoi, bien les définir, bien les lister. Et ensuite, si elle a eu à faire des expériences professionnelles, elle pourra les ajouter. Donc, elle pourra ajouter les expériences professionnelles qui sont toujours connexes avec ce poste en question. Et cette personne va terminer par des projets et réalisations. C'est cette partie-là qui sera ses formations. Donc, pour ce poste recherché, pour ces compétences que j'ai listées, voilà les projets que j'ai eu à faire. J'ai eu à peut-être développer telle application, j'ai eu peut-être à créer tel réseau, j'ai eu à peut-être faire ci, faire ça. Donc, c'est ces projets-là qui seront ces diplômes. C'est ces projets-là qui seront ces diplômes. Donc, il faudrait faire un CV qui sera axé, comme j'ai dit, sur les compétences. Les compétences techniques, vraiment axées sur les compétences techniques, avec aussi comme atout les compétences, les soft skills, qui sont vraiment très importants aussi. Donc, voilà ce que je peux conseiller. Et dans la lettre de motivation, il faudrait faire une lettre de motivation
persuasive et convaincante. Il faudrait faire montrer aux recruteurs que bien peut-être n'ayant pas eu peut-être le diplôme, mais je suis convaincue que ma présence dans votre entreprise va booster beaucoup de choses à travers tel projet que j'ai réalisé, avec telle chose que j'ai fait. Il faudrait montrer son enthousiasme pour le poste et son intérêt pour l'entreprise. Et toujours inciter l'employeur à faire une rencontre pour un entretien. Donc, toujours n'oublions pas toujours de mettre cette petite partie dans notre lettre de motivation. Nous sommes disponibles pour vous rencontrer, donc montrer la disponibilité et vraiment son engouement à vraiment travailler dans cette entreprise-là. Et aussi, s'il y a un résultat, s'il y a des recommandations aussi, les mettre. Souvent, dans les CV, on met référence. Il y a une petite partie, on met référence. Et puis, tu peux mettre le nom de ton mentor, tu peux mettre le nom de ton professeur. Donc, si la personne se sent d'accord, ou bien vraiment c'est qu'il a parcouru des projets, ou bien il sent qu'il a vraiment des personnes qui peuvent attester ce qu'il dit, ça sera très intéressant de mettre une barre recommandation ou bien référence, mettre le nom de ces personnes-là, mettre le numéro de téléphone, ou ici possible des adresses mail. Ça encore, ça sera intéressant. Et si cette personne aussi est vraiment une personne qui est vraiment lancée dans ce domaine-là, sur les réseaux sociaux, ça sera très, très intéressant aussi de mettre son profil LinkedIn ou bien son profil Facebook pour que le recruteur puisse aller regarder. Parce que maintenant, les recruteurs ne se fatiguent plus trop. Hein. Ils prennent le nom, ils prennent la photo, ils tapent sur Facebook ou bien ils tapent sur LinkedIn pour voir aussi le profil, pour voir à qui je m'attends. Est-ce que le CV que j'ai reçu est vraiment ce que la personne reflète sur les réseaux? Donc, c'est pour ça, pour le monde professionnel, il faudrait faire très attention à nos réseaux sociaux. Par rapport à tes ambitions, par rapport à où tu veux aller, par rapport à ta destination, il faudrait faire très attention aux réseaux sociaux. Elle peut te propulser comme te nuire et te priver de beaucoup de choses. Donc, pour cette question, c'est un peu ce que j'ai eu. Je peux répondre. Mieux se préparer aussi pour l'entretien, comme on a vu, et être en assurance. Et puis, voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, merci pour la réponse. La question de M. Lémy Gustave, c'était de savoir comment créer et manager ses comptes pour tirer profit, c'est-à-dire le réseautage, la clientèle, en tant qu'informaticien et développeur. OK. D'abord, moi, je voudrais savoir. Lui, il va sur les réseaux, pourquoi? Parce qu'il avait dit dans son intervention que lui, il voudrait chercher des partenaires, il voudrait chercher des connexions, il cherche un emploi où il va pour présenter ses services. C'est ça qu'on a dit dans le déroulé, il faudrait connaître son objectif. Pourquoi je vais sur les réseaux sociaux? Moi, je vais sur les réseaux sociaux pour chercher un emploi ou je vais faire un réseau social plutôt pour je vais pour présenter mes services. Donc, déjà, il faudrait qu'il sache ce pourquoi il se présente. Soit il va pour présenter ses services, soit il va pour chercher un emploi. Et lorsqu'il a défini son objectif, il va mener des actions. Il va choisir le réseau social qui est vraiment adéquat avec ce qu'il veut faire. Il va trouver le réseau social qui va avec. Peut-être LinkedIn, peut-être Facebook, peut-être Instagram, peut-être Twitter. Quel est le réseau social qui me correspond le mieux par rapport à telle activité que je veux développer? Ensuite, il va chercher maintenant le réseautage. Bon, parmi les mots-clés, parmi ce que je fais, c'est à qui je veux être ami sur les réseaux, c'est qui je veux suivre. D'abord, quelle entreprise je veux suivre. Ensuite, quelle personne qui m'inspire je veux suivre. Ensuite, si c'est les recruteurs RH, ou même si c'est les entreprises pour faire des partenariats, qu'est-ce que je peux les offrir? Aussi, voir ses concurrents. Mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce que moi, je peux apporter en plus? Donc, c'est un peu ce que moi, je peux conseiller à cette personne, en fait. Et il avait dit dans son intervention qu'il n'était pas très axé sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est l'avenir, au fait. Donc, peut-être aujourd'hui, tu n'es pas axé, tu n'es pas fixe dessus, mais il faudrait travailler parce que c'est vraiment le réseau d'avenir. On a vu pendant la COVID, les gens ne se déplaçaient plus, ils travaillaient directement à la maison. On restait connectés à travers quoi? Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait une conférence à travers un réseau social, si je peux me le permettre de dire ça comme ça. Donc, il faudrait qu'il s'adapte. C'est ce que je peux donner comme réponse. Je ne sais pas s'il a une interrogation particulière.
Monsieur Limi, êtes-vous satisfait? Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. D'accord. Oui, Monsieur le Président, vous avez la parole. D'accord, merci M. Kwame pour la parole. Merci à la conférencière pour la réponse de tout à l'heure. Je pense que les informations euh, ont été bien enregistrées. Déjà, j'ai aussi une autre préoccupation, une autre question. Déjà, c'est au niveau des interviews, au niveau des rencontres. Bon, pour ceux qui ont quand même assisté à plusieurs interviews ou qui ont déjà participé à des interviews, généralement, il y a des questions. Comment savoir que le recruteur est vraiment intéressé par le profil? Je me dis que c'est peut-être l'angle des questions, c'est-à-dire, il y a souvent dans des recrutements, le recruteur est plus axé sur les informations mentionnées dans le CV. Et dans d'autres interviews, euh, les questions, pardon, sont plus centrées sur des éléments techniques. Est-ce que à ce niveau-là, on peut déjà reconnaître l'intérêt du recruteur par les questions ou c'est tout un process qui se fait après l'interview? Est-ce que même au moment de l'interview, celui qui postule peut déjà identifier l'intérêt que l'entreprise a pour son CV ou c'est carrément le contraire? C'est carrément après que l'entreprise pourra donner son verdict. Donc, c'est un peu ma question. Je ne sais pas si c'est bien compris. Sinon, je vais... Ok, d'accord. Si, j'ai bien compris votre question. Le En fait, on avait défini pour expliquer quelles étaient les valeurs de l'entreprise et quelle était la fiche de poste. Pas que dans la fiche de poste dit tout. C'est pour ça que je dis, lisons la description du poste. C'est très important de lire la description du poste. Parce que souvent, on postule sans pour autant lire la description du poste. Tu vois que dans cette description-là, il va avancer beaucoup de... Ils vont avancer tout ce qui est technique dans cette recherche-là. Ils vont utiliser tous les thèmes techniques dans cette recherche-là. Donc, tu sais que le recruteur, il ne veut pas un amateur. Il veut quelqu'un qui maîtrise. Il ne veut pas quelqu'un qui va venir suivre. Il ne veut pas quelqu'un qui va venir coacher. Il veut quelqu'un qui maîtrise. Donc, dans la recherche de cette personne-là, dans sa description, il va vraiment bien détailler. Donc, si tu lis la description, tu pourras savoir qu'est-ce que le recruteur cherche vraiment. Et attends de te préparer pour ça. C'est ça que je dis, tu parles avec assurance, tu maîtrises, toi-même tu prépares ta présentation, tu te maîtrises. Et lorsque les questions vont suivre au fur et à mesure, tu sauras que le recruteur est intéressé. Parce que si le recruteur n'est pas intéressé, vous n'allez même pas arriver dans la partie grille salariale même. Il va dire, OK, il n'y a pas de souci, on vous recontacte. Vous n'allez même pas arriver loin. Tu as fini d'expliquer ton CV, dit dans ta présentation même. Il va dire, OK, on vous a bien reçu, à la prochaine. Mais tu vas voir que plus il pose des questions, plus il interagit. Il est en train de créer une conversation, en fait. Tu verras qu'il est en train de créer une conversation avec toi. Il ne va plus te prendre comme quelqu'un qui vient recruter juste un emploi, mais c'est comme s'il te voit directement comme une personne de l'entreprise. Il va commencer à te parler de tes valeurs, il va commencer à te parler de tes atouts, il va commencer à te parler de comment tu te projettes dans 5 ans, comment tu te vois, qu'est-ce que tu peux révisionner dans ton poste. Il va commencer à te projeter avec toi. Et peut-être vous allez arriver maintenant à la grille salariale. Mais quand vous êtes juste arrivé à la présentation, il va te poser 2-3 questions, il va te dire, OK, à la prochaine, c'est que vraiment tu n'as pas été percutant. Donc, c'est pour ça que je dis dans cette présentation-là, il faudrait toujours la préparer et toujours énumérer dans son CV les descriptions qui sont mises dans la fiche de poste, bon, dans le recrutement. Là, tu pourras mieux faire ta présentation. Là, tu sais sur quoi tu es axé. Il y a d'autres qui vont te dire, non, on a besoin d'une personne serviable, d'une personne disponible, on a besoin d'une personne qui a une communication facile. Donc, du coup, tu vas voir comment ça va se passer. Il y a des personnes qui vont te dire qu'on a besoin d'une personne qui maîtrise Excel, on a besoin d'une personne qui maîtrise tel logiciel. Et puis, arriver là-bas, on peut te mettre maintenant devant les faits pour te dire, voici Excel, tape-moi un tableau. Là, tu sais que c'est technique. On te dit, bon, OK, étant telle personne, étant tel informaticien,
résumons telle énigme. Tu es là, tu ne réponds pas parce que tu vois. Donc, il faudrait être déjà préparé à travers la description du CV. Le CV te dit déjà. Le CV te dit déjà. Il va te dire, il faudrait maîtriser tel logiciel. Donc, tu sais que déjà, ils veulent quelqu'un qui maîtrise la technique. Donc, il va venir s'attarder beaucoup sur beaucoup de choses. Il va comme ça te poser des questions techniques. Il veut voir si tu maîtrises. Maintenant, après ça, lorsqu'il a assuré que tu maîtrises, il va maintenant te poser d'autres questions pour voir qu'en est-il de ta personne, comment tu es. Là, quand c'est comme ça, tu sais qu'à 50%, ils m'ont adopté. Maintenant, ce qui sera décisif, c'est mes soft skills. Je dis c'est important. Il faudrait toujours adopter ces soft skills au désir de l'entreprise. Mais dans la version de l'entreprise, ils mettent souvent les soft skills. Une personne courtoise, une personne ponctuelle, une personne rigoureuse. Donc, à toi de voir de tout ce qu'ils ont énuméré là, où est-ce que je me sens fort et compétente? Et tu énumères ça dans ton CV. Mais tout ça, ça doit faire partie de ta présentation. Normalement, la présentation est faite ne même plus que le recruteur te pose plusieurs questions. Dans la présentation, il doit tout savoir. Et là, maintenant, quand il poursuit avec toi, tu sais qu'il est un peu intéressé. Lorsque tu finis ta présentation, qu'il poursuit avec d'autres questions, tu sais qu'il veut en savoir plus, il est intéressé. Sinon, il a le CV dans la présentation. Une fois il finit que tu n'as rien de captivant, bon, lui, il te dit au revoir, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, ça va, ça va. Ça va, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser une question. J'aimerais savoir au niveau des soft skills, est-ce qu'il n'y a pas plus de 6 soft skills? Et si, est-ce que y les en soft a. skills, ok, est-ce que les soft skills varient en fonction de l'emploi? Est-ce que le médecin a besoin de soft skills spécifiques? Est-ce que l'ingénieur a besoin de d'autres soft skills spécifiques, etc., etc.? Bon, dans les soft cases, comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Maintenant, à toi de voir dans tous ces soft cases que tu as dans ta vie, que le recruteur même peut-être a listé dans sa demande, où est-ce que toi, tu te sens compétent? Et il y a les soft cases qui reviennent à chaque fois. Gestion du temps. Ça revient toujours. Travail en équipe, ça revient toujours. Communication, ça revient toujours. Donc, c'est des choses qui reviennent à chaque fois. Donc, tu sais que peu importe le poste, il faut que tu arrives à gérer ton temps. Peu importe le poste, il faudrait que tu dises que je sais travailler en équipe. Peu importe le poste, il faudrait que tu aies la communication facile. Maintenant, tu vas adapter maintenant ça au poste maintenant. En faisant ce qu'on va te demander dans le poste, tu pourras adapter. On voit ce qu'on va te demander dans le poste, maintenant tu pourras adapter parce que souvent dans la description, ils ont déjà mis ça. Donc à toi de voir, parce que moi je conseille toujours d'être vrai. On ne va pas venir te dire leadership, autant il sait que tu es un suiveur. Tu as les mêmes leadership, on te dit, bon, ok, tu as un CDI, mais 3 mois d'essai. Dans 3 mois d'essai, on voit que tu es un suiveur, tu les arranges pas, ils vont te libérer. Donc, c'est mieux d'être vrai dans son CV. Il ne faudrait pas mettre pour mettre. Ça veut dire, lorsque le recruteur va donner sa description, il faudrait regarder dans cette description-là, qu'est-ce que moi me convient le mieux? Il peut mettre 10, 15, mais dans tout ce qu'il a mis là, où est-ce que moi je me sens compétente? Où est-ce que je sens que je ne suis pas trop mal? Et ça, maintenant, tu vas les mettre en avant. Et comme on dit, comme j'ai dit, je le disais, chercher un CV, chercher un emploi, c'est aussi chercher, c'est être professionnel. Chercher un emploi, c'est aussi un travail. Donc, à toi aussi d'aller chercher sur les réseaux sociaux pour voir tel type de poste, qu'est-ce qui est recommandé. Dans tel type de poste, quelle est l'attitude qu'il faudrait avoir. Et c'est que pour les médecins, si tu es médecin, que tu es peut-être chirurgien, il ne faudrait pas trop stresser. Donc, tu dois mettre peut-être la gestion du stress. Si tu n'as pas trop cette gestion, tu dois pouvoir te modérer. Et c'est que pour les développeurs d'applications, ils ont tellement de projets. Donc, il faudrait pouvoir rendre le projet à temps. On n'a pas trop besoin qu'ils ont qu'à être causants. On ne veut pas trop qu'ils travaillent en équipe. On veut qu'ils donnent le travail à temps. Parce que c'est des personnes qui sont assez spéciales, comme on le dit. Il faudrait qu'elles soient créatifs. Si c'est quelqu'un qui est dans le design, il faudrait qu'il soit créatif. Donc, c'est ça qu'en fait, il faudrait voir. Si tu es un commercial, tu dois mettre communication, ça, c'est obligé. Tu ne vas pas dire que tu es commercial, tu ne sais pas parler, ça, c'est pas important. C'est vraiment, c'est le premier truc à mettre. Donc, il faudrait mettre quelque chose
faudrait mettre quelque chose qui est très, qui est réel, mais qui est aussi demandé dans la description. Ou même si dans la description du post, ils n'ont pas mis, il faudrait aller sur le Google, taper et chercher. C'est très important parce que n'oublions jamais que chercher un CV, chercher un emploi plutôt, c'est un travail. Donc, il faudrait être soit un chômeur paresseux ou soit un chômeur professionnel. À toi de voir. C'est un peu ma réponse. Voici la fin de notre conférence. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage à vous abonner pour les prochaines vidéos.